Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3132 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 29 novembre avec des anniversaires. Et on commence tout d'abord avec le défenseur central de l'Inter Milan, Jan Bissek, qui fête aujourd'hui ses 24 ans. Il y a un autre joueur de Milan, mais un joueur de l'AC Milan, c'est Yunus Musah. Donc milieu central de cette équipe milanaise, il fête aujourd'hui ses 22 ans. Par exemple, il y a l'ancien parisien Gonzalo Guedes, joueur maintenant de Wolverhampton, il fête aujourd'hui ses 28 ans. Et aujourd'hui en ce 29 novembre, c'est l'anniversaire d'un très grand club, c'est le FC Barcelone qui fête aujourd'hui ses 125 ans d'existence. Donc bonne année bien sûr au Barça qui a été créé le 29 novembre 1899. Donc aujourd'hui ça fait 125 ans que ce club a été créé. Et Léo Messi les gars a envoyé un message bien sûr par rapport à cet anniversaire du FC Barcelone. Je félicite le Barça pour son 125e anniversaire. C'est une grande fierté pour moi d'en faire partie et d'être également fan de Barcelone. C'est un club spécial différent des autres. J'ai eu la chance que Dieu m'ait conduit à cet endroit et j'ai passé toute ma vie dans ce merveilleux club. Même si, bon, il a joué dans d'autres clubs, bien sûr. Mais voilà, le beau message, bien sûr, de Léo Messi. Donc, ce soir, du côté de Barcelone, il y aura une fête, en gros. Tout le monde sera au restaurant pour fêter ça. Voilà. Bon, après, il faut se coucher tôt parce que demain, le Barça joue dès 14h contre Las Palmas en Liga. Mais voilà, ce soir, bien sûr, ils vont fêter cet anniversaire. Hein. Et pour revenir, tiens, nous, sur Léo Messi, parce qu'en ce 29 novembre, c'était il y a 3 ans, jour pour jour, Léo Messi remportait son 7e ballon d'or. Ouais, ce n'est même pas le dernier de son immense collection parce qu'il avait remporté encore un ballon d'or. Il en a 8 en tout. Léo Messi. Bref, voilà ce qu'on va dire sur les anniversaires, tout ça. On bascule maintenant sur les résultats de la veille, comme on le fait à chaque début de vidéo. Et on commence tout d'abord avec les deux clubs français qui jouaient hier. Tout d'abord, l'OGC Nice qui recevait les Glasgow Rangers. Ces grosses défaites de Nice à domicile. 4-1, ils ont perdu. Donc, Boigny, l'unique buteur côté niçois, il a sauvé l'honneur parce qu'il y a déjà 4-0, donc 4-1. Donc, magnifique coup franc. Moi, j'ai vu son coup franc. C'est parti en pleine lucarne, mais bon, 4-0, 4-1, c'est pareil. Hein, c'est une grosse correction prise. Donc, voici les statistiques. Hein, donc, comme Nice a pas mal tiré, 19 tirs, 7 tirs cadrés. Mais voilà, seulement un but marqué. Les Glasgow Rangers efficaces, 8 tirs cadrés. Et 4 buts marqués pour cette équipe. Et le naufrage pour cette équipe de l'OGC Nice. Et Nice, cette saison en Coupe d'Europe, c'est le seul club français sans victoire. Toutes les autres équipes, que ce soit en Ligue des Champions, en Europa League, ont au moins gagné un match. L'équipe de Nice a gagné 0 match. C'est même 2 matchs nuls et 3 défaites en 5 matchs. Hein. Ils ont seulement 2 points. Et c'est vrai qu'actuellement, sur la poule unique, c'est un peu comme la Ligue des Champions, il y a 36 équipes qui sont classées, sont 35e sur 36e, sont avant-derniers avec 2 points. C'est une catastrophe, bien sûr. Donc, ils ne sont pas encore éliminé officiellement parce que s'il gagne les 3 derniers matchs, il pourra accrocher une place de barragiste. Mais voilà, quand on connaît le début, là, ils n'ont toujours pas gagné au bout de 5 matchs. Ça semble très compliqué, bien sûr, pour Nice. Hein. Il va falloir essayer de terminer dans les 24 premiers comme en Ligue des Champions. Et pour l'instant, ils y sont très très loin de cette 24e place. Et Boigny, donc l'unique buteur côté niçois, il a dit on est vraiment dégoûté. On a fait un très mauvais match. On leur a donné beaucoup de cadeaux sur les buts. C'est vraiment un match oublié, hein, je pense. Après, il faut peut-être pas non plus vite l'oublier ce match et regarder les erreurs que tu as fait pour éviter de refaire ces erreurs. Bien sûr lors des prochaines rencontres, mais c'est qu'en Coupe d'Europe, Nice, ils auraient dû laisser leur place à une autre équipe parce que là, c'est pas possible. Hein, c'est le cauchemar, on va dire, cette saison pour eux. Bref, on va parler d'un même résultat 4-1. Mais cette fois-ci, l'Olympique Lyonnais, c'est eux qui se sont imposés 4-1 en Azerbaïdjan du côté de Karabagh. Magnifique victoire pour les Lyonnais. Donc Miko Tadze, auteur d'un doublé. Tolisso, très beau but, une frappe surpuissante en lucarne. Et Malik Fofana, également buteur. Donc là, même scénario. Il y avait 4-0. Ils ont sauvé l'honneur, l'équipe de Karabagh. Donc, parfait bien sûr pour l'Olympique Lyonnais. Donc, ça a été un Olympique Lyonnais efficace. Hein. Bon, quand même, 16 tirs, pas rien que Karabagh. Hein. Les deux équipes, 16 tirs. Mais voilà, Lyon, c'est 16 tirs, 10 tirs cadrés, 4 buts marqués. Et l'équipe de Karabagh, c'est 16 tirs, mais seulement 3 tirs cadrés et un but marqué. Donc Lyon avait l'écrou lors de cette rencontre. Hein. Et Lyon, au bout de 5 matchs en Europa League, donc c'est l'inverse de Nice, hein, ça va plutôt bien. Déjà 3 victoires, 1 nul et 1 défaite pour les Lyonnais en Europa League. 12 buts marqués pour seulement 5 petits buts pris. Donc actuellement, je sais plus son combien, on regardera leur classement, mais je crois que dans les premières places, objectif pour Lyon, finir dans le top 8 et éviter bien sûr les 16e de finale. Et Pierre Sage, il a dit le score est flatteur. Voilà, bon, j'ai pas vu le match. Ah, bon, il dit que voilà, son équipe méritait certainement de gagner, mais peut-être pas avec autant de buts marqués, peut-être un 2-1, un 3-1, voilà, mais bon, 4-1 bien sûr du côté de Lyon. Tout le monde prend et des joueurs ont été très bons comme Miko Tadze, Corentin Tolisso, les deux ont obtenu une note de 8 sur 10. 8 sur 10, ça équivaut à un très bon match de la part des deux. Voilà, Corentin Tolisso, les gars, c'est qu'on en parle très peu depuis le début de saison, mais il est exceptionnel.
Pour moi, les gars, ce serait pas une surprise. Bon, après, c'est avec le prochain rassemblement de l'équipe de France au mois de mars prochain, mais actuellement, il a le niveau pour jouer en équipe de France. Corentin Tolisso, en termes de milieu de terrain, parce qu'il est très bon. Et Miko Tadze, ça va lui faire du bien, son deuxième doublé cette saison du côté de Lyon. On va parler aussi du jeune Malik Fofana, pépite belge du côté de Lyon. Donc, 4 matchs, 3 buts et une passe D en Ligue Europa. Vraiment des très belles stats. Bon, pas sûr qu'il reste très longtemps à Lyon, ce jeune crack de 19 ans, parce que Lyon, bien sûr, pourrait être obligé de le vendre par rapport que Lyon doit récupérer de l'argent, et c'est que c'est un joueur qui coûte relativement cher, on va dire, sur le mercato. Voilà ce qu'il y a à dire sur l'Olympique Lyonnais. On continue avec d'autres clubs. Tiens, Manchester United contre Bodo Glimt, et Manchester United s'est imposé 3-2. Donc il gagnait, enfin il menait 1-0. Garnacho buteur au bout de 1 minute de jeu. Comme lors du dernier match. Dernier match, ils avaient marqué au bout de 4-1 secondes. C'était Rashford qui avait marqué. Donc là, les deux matchs de Ruben Amorim, à chaque fois, Manchester United commence très fort avec des buts inscrits. À chaque fois, au bout d'une minute de jeu. Puis après, ils se sont fait punir. Il y avait 1-1, 2-1 pour Bodo Glimt. Puis après, ils ont su renverser la situation grâce à Ojlund, 45e et 50e. Il a marqué 2 buts. Et c'est lui qui fait la passe D pour Garnacho. Donc Ojlund décisif sur les 3 buts. Et du coup, Manchester s'impose contre cette équipe de Bodo Glimt. Et du coup, Manchester fait une très bonne opération. 20 tirs, 6 tirs cadrés, 3 buts inscrits. Donc premier match Old Trafford, parce qu'il avait déjà dirigé un match de Manchester, mais c'était à Ipswich où il y a eu un partout dimanche dernier. Donc là, c'était le premier match à domicile et première victoire pour lui. Et les supporters de Manchester l'ont très bien accueilli. Donc les supporters de Manchester accueillent chaleureusement Ruben Amorim et brandissent un drapeau bienvenue à la maison Ruben en portugais avant son premier match. Donc voilà, tout le monde du côté de Manchester était content et c'est une première réussite pour lui à domicile avec cette victoire. Donc voilà, parfait bien sûr pour Ruben Amorim. Et concernant Ojlund, je l'ai dit, un gros match et MVP, meilleur joueur du match avec 2 buts et une passe D pour l'attaquant norvégien, je crois. Ouais, je crois qu'il est norvégien, Ojlund, enfin je sais plus. Bref, on continue. Tottenham contre l'équipe de l'AS Roma, 2 partout. Donc Hugminson et Johnson ont été les buteurs côté Tottenham, et Ndinka et Hummels en toute fin de match à la 91e minute de jeu, il est égalisé. Voilà, Tottenham après avoir battu City il y a quelques jours, 4-0, là c'était plus compliqué contre l'équipe de l'AS Roma. Voici les stats de la partie. Donc le match a été dominé quand même par Tottenham, 24 tirs, 12 tirs cadrés, qui avait quand même 10 arrêts du gardien de l'AS Roma, et Mats Hummels qui a marqué le deuxième but, et surtout le but égalisateur côté AS Roma. Donc lui les gars, c'est vrai que ce début de saison est très compliqué. Donc bref, il a marqué, c'est vrai, mais il a joué 3 matchs cette saison à l'AS Roma depuis qu'il a rejoint le club. Donc il avait joué 23 minutes contre la Fiorentina, il était rentré en cours de jeu, il est rentré directement contre son camp. Pas fou, Il avait joué 45 minutes contre Naples, il n'avait pas été bon. Et 5 minutes, hier, donc il a commencé titulaire au bout de 5 minutes. Donc penalty pour Tottenham, et c'est lui qui fait la faute. Donc des débuts un peu compliqués, mais heureusement il sauve son match, parce que bien sûr il égalise en fin de rencontre. Mats Hummels, l'ancien joueur du Borussia Dortmund. La Real Sociedad contre l'Ajax, il y a eu 2-0 pour la Real Sociedad avec un grand Kubo, le joueur japonais qui a été buteur et passeur D, donc décisif sur les 2 buts, le jeune Kubo. Donc les stats sont pareils, 12 tirs pour les 2 équipes, 3 tirs cadrés pour les 2 équipes, et c'est la Real Sociedad qui a été plus efficace. Donc voilà, Kubo, belle partie indécisive sur les 2 buts comme je vous l'ai dit. Lasal Alkmaar contre le Galatasaray, score final 1 partout. Donc on peut voir les buteurs de la rencontre. Donc 1 partout, rien à rajouter. Donc voilà, 5 tirs pour les 2 équipes. Et le match nul est plutôt logique. Victoire de Francfort du côté de Midtjylland 2-1. Et à noter que Marmous a été de nouveau buteur à la 57e minute de jeu. Buteur sur penalty, l'attaquant égyptien. Et buteur et passeur. C'est vrai qu'il a aussi été passeur sur le but de Larsson. Donc Omar Marmous réalise une saison incroyable avec Francfort, 18 matchs, toutes compétitions confondues, déjà 15 buts et 11 passes D. Ça va être compliqué pour Francfort de le conserver une saison supplémentaire, parce que je pense qu'il y aura des grosses équipes qui vont être intéressées par son profil l'été prochain, parce qu'il est exceptionnel, cet attaquant égyptien. La belle victoire de Lyon Saint-Gilloise, 1-0 du côté de Twente, petit résultat, mais ça donne 3 points bien sûr pour cette équipe belge. La victoire aussi du Fenerbahçe du côté du Slavia Prague avec un but de Edin Dzeko et un but de Youssef En-Nesyri, l'ancien joueur du FC Séville. La belle victoire aussi de Braga, 3-0 avec un but de Bruma, Fernandez et Carvalho en toute fin de rencontre, donc 3-0 contre Hoffenheim. Sinon les autres résultats, à qui on pourrait parler, tiens, Anderlecht contre Porto, ça s'est fini à 2 partout. Voilà, Olympiakos ça fait 0-0 lors de son match hier. Voilà, je parlais pratiquement des plus grosses équipes du côté de l'Europa League. Et le classement c'est simple, après 5 matchs joués, c'est la Lazio en tête avec Bilbao et Francfort. Les 3 équipes ont
13 points sur 15. Ouais, en gros, elles ont gagné 4 matchs, 1 nul et 0 défaite. Donc, elles sont les 3 premières ex-aequo. Le Galatasaray 11 points. Donc, concernant les clubs français, donc Lyon pour l'instant 7e serait qualifié directement pour les 8e. Et comme j'ai dit, Nice avant-dernier. Et seulement Dynamo Kiev. Bon, Dynamo Kiev, c'est 5 matchs, 5 défaites, 0 points. Donc, Nice, c'est à 2 points. Mais voilà. Alors, c'est encore possible parce qu'on peut voir Union Saint-Gilloise, ils ont 5 points. Donc, Nice en a 2. Il reste encore 3 matchs à jouer. Donc, oui, tu gagnes les 3 derniers matchs. Tu peux potentiellement essayer d'être dans le top 24, mais il va falloir bien sûr prendre des points pour cette équipe niçoise. On va parler de l'autre Coupe d'Europe, l'Europa Conference League, et le gros club reste Chelsea. Je pense que Chelsea, il y a des chances quand même qu'ils gagnent cette compète. Donc déjà, pour les matchs de poule, c'est trop simple pour eux. Ils jouent contre Denheim, mais avec une équipe très remaniée. C'était quasiment les remplaçants, parce que Nkunku, qui voulait du temps de jeu hier, Enzo Maresca, il a dit il veut du temps de jeu, c'est bien, moi j'aimerais avoir les cheveux longs, parce qu'il est chauve. Donc il a quand même joué, Enzo Maresca l'a fait jouer parce que c'est un match de Coupe d'Europe. Et c'est vrai qu'en Première Ligue on voit très peu Nkunku, mais il a été buteur Nkunku, quand il joue, il marque. Et Mudryk a également été buteur côté Chelsea. Donc voici les stats de la partie. Bon, ils ont quand même concédé beaucoup de tirs. Chelsea, 16 tirs, 11 tirs cadrés pour Edenheim. 11 arrêts du gardien de Chelsea qui a réalisé comme un match exceptionnel. Et Chelsea avec moins de tirs cadrés, 9 tirs cadrés, eux ont réussi à marquer 2 buts et du coup ont gagné le match. Donc c'est simple, 4 matchs pour Chelsea parce que là on est seulement la 4e journée en Europa Conference League et 4 victoires. Ils sont premiers bien sûr de la poule. Donc voilà, cette saison Nkunku en Conference League, c'est 4 matchs et déjà 5 buts et une passe D. Voilà, c'est une compétition où il joue tous les matchs parce que là il a eu du temps de jeu. Il est très bon, bien sûr, le joueur français. La Fiorentina s'est imposée 3-2 contre Paphos. Je ne sais pas du tout qui c'est Paphos. Je ne sais pas, mais la Fiorentina s'est imposée. Et la défaite, quand même aussi, du Betis Séville, qui s'est incliné du côté de Boleslav. Voilà, 2-1. Pourtant, Lo Celso a été buteur, mais il a pris un rouge en fin de rencontre. L'ancien joueur du Paris Saint-Germain. Les autres résultats du côté de cette Europa Conference League. Il y a qui en grosse équipe que je pourrais voir Copenhague qui s'est imposé 2-1. Copenhague, c'est quand même une belle équipe qui jouait par exemple la saison dernière en Ligue des Champions. Ou par exemple, je sais pas, on pourrait prendre qui, j'en sais rien. Voilà, tiens, le Club Bruges qui s'est imposé 2-0 lors de sa rencontre. Et au classement, tiens, ils sont 2 équipes, c'est qu'il y a Chelsea et Legia, les gars. Une équipe également qui a fait 4 matchs, 4 victoires. Donc les 2 équipes sont à 12 points pris en ce début de saison d'Europa Conference League. Du coup, si on fait le bilan, parce que là, la semaine de Coupe d'Europe est finie, Ligue des Champions, Europa League, Europa Conference League, c'est fini. Et nous, on revient sur les clubs français. Bilan de la semaine en Coupe d'Europe, il n'est pas bon. Avec 6 rencontres, seulement 2 victoires. Donc Lille contre Bologne 2-1 et Lyon contre Karabakh 4-1 et surtout 4 défaites. Donc le PSG, Brest, Monaco et l'équipe de Nice. Donc la pire semaine niveau résultat pour les clubs français depuis le début de saison en Coupe d'Europe. Et le classement de la France en Europe, donc Monaco, c'est actuellement 8e, Brest, c'est 11e, Lille, c'est 12e et le PSG, 25e. Et en Europa League, on sait que Lyon est 7e et l'OGC Nice, pire classement pour un club français, 35e sur 36e. C'est une catastrophe. Donc il va falloir prendre des points comme je l'ai dit. Et concernant les clubs qui superforment, on peut dire, donc le LOSC est l'équipe qui superforme le plus en Ligue des Champions cette saison, d'après les expected positions. Donc en gros les XG, vous savez, plus tu as de XG, plus tu as de chances de marquer tout ça. Donc Lille, en gros, ils ont un XG plutôt bas. Donc c'est dire que 12e au classement, c'est leur position actuellement. D'après les XG, si on regarde toutes les équipes, si on fait la moyenne, ils devraient se placer à la 31e position et ils sont 12e. Donc en gros, ils sont plus 19 en place, vous avez compris. Et le PSG est l'équipe qui sous-performe le plus en Ligue des Champions, donc 25e au classement. Et si on regarde les XG, tout simplement par match qu'ils ont eu, ils devraient être placés aux alentours de la 9e place. Donc soit un différentiel de moins 16 places pour le PSG. Donc Monaco 8e devrait, selon ces mêmes termes, être 6e, alors que Brest 11e devrait être placé 15e. Donc eux, c'est plutôt logique. Voilà, le PSG sous-performe et Lille plutôt sous-performe pendant cette saison de Ligue des Champions. Et tiens, toujours avec la Ligue des Champions, les probabilités de se qualifier pour la suite de la compète. Donc l'AS Monaco, donc pour les barrages, 99,8%. Voilà, même s'ils perdent les 3 derniers matchs, Monaco est quasiment sûr d'être au moins parmi les 24 premiers. Et dans le top 8, 15% pour être exempt de 16e de finale. Donc Lille, 99,7% pour les barrages et 27% pour le top 8. Et Brest, 98%. Donc voilà, Monaco, Lille et Brest seront quasiment au moins au barrage. Et le PSG, un barrage seulement 55%. Un peu plus d'une chance sur 2 d'être au barrage. Et top 8 à 0%. Même si le PSG gagne ses 3 derniers matchs, ils ne pourront plus finir dans les 8 premiers. Et du coup, ils seront obligés de passer par les barrages, même en gagnant leurs 3 dernières rencontres. Il faut déjà gagner les 3 dernières rencontres, parce que le PSG actuellement a beaucoup de mal à gagner des matchs en Coupe d'Europe. Bref, tiens, toujours avec la Ligue des Champions, voici l'équipe type de la semaine en Ligue des Champions, tous les meilleurs joueurs. Tiens, Kim,
qui a été buteur contre le PSG, le Sud-Coréen, est dedans. Cubarsí, meilleur joueur du match entre le Barça et Brest, il est dedans. Keller, tiens, le gardien de Liverpool, qui a par exemple arrêté le penalty d'Mbappé, il est présent. Il y a Timber, il y a Tillman qui a marqué un doublé lors de la remontada du PSV. Il y a Wirtz, il y a Alvarez, il y a Retegui, ce qui est fou les gars, il n'y a pas, comment il s'appelle, De Ketelaere. Donc le joueur de Bruges qui a quand même marqué 2 buts et 3 passes D, donc décisif. Sur les 5 des 6 buts de l'Atalanta, il n'y a même pas dedans. Ça, c'est quand même une sacrée surprise. Et concernant le meilleur joueur de la semaine en Ligue des Champions, c'est Florian Wirtz. On avait le choix entre lui, il y avait Alvarez, il y avait Retegui et je ne sais plus c'était qui, et Tillman, je crois, qui a 4 joueurs pour prétendre remporter ce prix du meilleur joueur de la semaine. C'est Florian Wirtz. C'est déjà la deuxième fois cette saison, en 5 matchs, qu'il remporte le prix du joueur de la semaine de la Ligue des Champions. Donc félicitations bien sûr au joueur allemand. Donc il a marqué 2 buts et une passe D lors de la victoire 5-0 du Bayer Leverkusen. Les Argentins ont été très bons sur cette semaine de Coupe d'Europe. Donc McAllister, homme du match contre le Real. Angel Di Maria, homme du match contre Monaco. Et Alvarez, homme du match contre le Sparta Prague. Ils ont gagné 6-0 l'Atlético. Donc voilà, les joueurs argentins en grande forme. On va parler d'un club les gars qui est en grande difficulté. Enfin niveau surtout Ligue des Champions, c'est le Real Madrid. Et là je vous montre une photo d'un bus. Qu'est-ce qui s'est passé? Et en gros le bus du Real Madrid a été victime d'un accident sur la route de retour de Liverpool. Parce que le bus du Real... Donc lui il ne peut pas prendre l'avion, le bus bien sûr, donc le chauffeur a pris le bus de Madrid jusqu'à Liverpool pour amener les joueurs de l'hôtel à Anfield, tout ça. Donc il était sur le chemin du retour et il a eu un accident hier sur, je ne sais pas si c'était en France, j'en sais rien, je ne sais pas, peut-être en Espagne. Mais voilà, rien ne va actuellement du côté du Real, que ce soit le bus ou même l'équipe qui est actuellement en difficulté en Ligue des Champions. Et Florentino Pérez, le boss, le président du Real, et Carlo Ancelotti, le coach, vont avoir une réunion en tête-à-tête avant le match contre Getafe. Donc le prochain match du Real, donc là on est vendredi, c'est dimanche, c'est à 16h15. Ils jouent en plein milieu de l'après-midi le Real contre Getafe. Donc il y aura une réunion dimanche, je ne sais pas, peut-être à 13h, peut-être le matin, je ne sais pas. Mais avant le match, il y aura une réunion entre Pérez et Carlo Ancelotti. Donc l'occasion pour les deux hommes d'échanger sur le travail accompli, mais surtout de mesurer la confiance qu'ils s'accordent malgré la période actuelle. Voilà, bon. On ne pense pas qu'il y aura un licenciement et on ne pense pas que Pérez va dire à Ancelotti c'est fini, t'es licencié. Mais voilà, ils vont discuter de choses qui ne vont pas actuellement du côté du Real. Voilà, donc c'est une réunion, c'est que c'est un peu compliqué bien sûr la situation madrilène. Et concernant un joueur qui est beaucoup critiqué bien sûr, c'est Kylian Mbappé. Regardez quand même la une du journal L'équipe aujourd'hui. Donc il faut sauver le joueur Mbappé. Voilà, avec Kylian, avec bien sûr Pérez, avec Ancelotti et Didier Deschamps. Mbappé, parce qu'on sait que la situation actuellement est très compliquée. Au début, je pensais que c'était une parodie, c'était un montage, mais non les gars, c'est bien la une du journal L'équipe aujourd'hui par rapport à ça. Et quelques infos sur Kylian Mbappé, sur le joueur en gros. Donc un connaisseur de Kylian Mbappé au journal L'équipe aujourd'hui, ce journal, donc Mbappé est épuisé psychologiquement avec tout ce qu'il a pris en 6 mois, donc son nez cassé, son différend avec le PSG, l'histoire de la Suède, la tête ne peut pas rester insensible et le corps non plus, donc c'est pour ça que mentalement, en gros, celui qui connaît très bien Kylian Mbappé, Mbappé est au bout du rouleau. Voilà, parce que lui, on sait que c'est un joueur super médiatisé. Il a énormément de pression, Kylian Mbappé, tout ça. Donc, en gros, c'est aussi mentalement où c'est très compliqué pour Kylian parce que tout ce qu'il a eu, puis en plus, il n'est pas bon, il le sait. Voilà, il le sait, Kylian, qui joue pas super bien actuellement. Et tout ça font qu'il n'est pas super bien. Donc, un entraîneur aussi qui a côtoyé Kylian Mbappé juge que l'attaquant du Real Madrid n'est pas bien entouré aussi sur le terrain pour performer, que les joueurs du Real ne sont pas à la hauteur de Kylian Mbappé. C'est ce qu'il a dit. Donc, un entraîneur, il a dit le relancer ne sera pas facile d'abord parce qu'il évolue dans une équipe qui ne tourne pas. Ensuite, parce que dans cette même équipe, le milieu de terrain n'est pas au niveau. C'est cette personne qui a dit ça. Bon, l'entraîneur n'a pas été dit qui c'était, mais dit que le milieu de terrain n'est pas au niveau. En gros, Mbappé a besoin de partenaires qui lui préparent les actions comme Neymar ou Verratti le faisait à Paris, ou Griezmann en équipe de France. Donc qui au Real actuellement peut le faire. Donc Kroos n'a pas été remplacé. Modric n'a plus les mêmes jambes. Tchouaméni, Camavinga ne sont pas des passeurs. Bellingham, je ne suis pas convaincu, ce n'est pas Neymar quand même. Voilà. Donc en gros, cet entraîneur qui a côtoyé un jour entraîné Mbappé dit qu'en gros l'équipe du Real n'est pas assez forte pour Kylian Mbappé. C'est pour ça en gros qu'il n'est pas mis en valeur. C'est fou quand même cette déclaration. Et Yves Leroy, donc journaliste de l'équipe, a invité Mbappé à se confier. Il a dit il est temps que Mbappé s'exprime autrement que par des vidéos d'après-match sur la chaîne du Real Madrid, qu'il donne des clés pour le comprendre, qu'il nous dise comment il va, si ce sont les jambes, la tête ou le cœur qui n'y sont plus. Voilà, en gros, ce journaliste aimerait que Mbappé fasse une interview. Voilà, je ne sais pas, dans l'immédiat, pour dire ce qui ne va pas, parce qu'on sait qu'il y a des choses qui ne vont pas pour Kylian. Et en gros, il aimerait qu'il se confie à Mbappé. Bon, pour l'instant, c'est pas d'actualité que Mbappé sorte une vidéo pour dire ce qui ne va pas actuellement. Et dans l'entourage de Kylian Mbappé, on assure qu'il ne faut pas encore tirer la sonnette d'alarme. C'est pas encore
dramatique ce qui se passe actuellement. C'est vrai que c'est pas non plus une catastrophe. Bon, c'est vrai que voilà, bon, son équipe a perdu en Ligue des Champions, mais ne sont pas encore éliminés. Mais lui, personnellement, n'oubliez pas qu'il a été élu comme 5 fois cette saison MVP d'un match du Real. Hein. C'est le joueur qui a été le plus de fois MVP cette saison d'un match du Real. Donc il a quand même marqué, je sais plus, il est à 7 ou 8 buts. Voilà, imagine, il sera à 0 but. Là, oui, on pourrait la sonnette d'alarme aurait pu être activée, mais voilà, on sait qu'il est quand même dans une période très délicate, bien sûr. Mbappé, parce que du côté de Madrid, on attendait beaucoup plus du joueur français. Emmanuel Petit pense vraiment, lui, que Mbappé a été marabouté. Souvenez-vous, l'affaire des Pogba, ça, avec le marabout. Donc il a dit, moi je pense vraiment qu'il a été marabouté. Moi j'y crois, ces choses-là. Vous n'y croyez pas, je le dis parce que je l'assume, j'y crois. En gros, qu'il a été marabouté depuis et que en gros, sa carrière a du mal à reprendre un nouveau souffle. Et Michel Platini tient sur Kylian Mbappé, il a dit, je le trouve perdu sur le terrain. Un grand champion doit renaître de ses cendres, c'est ce qui fera de Kylian un grand champion. C'est vrai qu'il y a eu plein de footballeurs, les gars, qui ont eu des moments dans leur carrière où ça a été compliqué. Ronaldo, Messi, tout le monde, il y a des périodes où Ronaldo n'arrivait plus à marquer, il se faisait siffler par les supporters du Real. Et c'est un très grand joueur, Cristiano Ronaldo, parce qu'il a su repartir de l'avant et remarquer des buts. Voilà, maintenant c'est ce qu'il faut bien sûr pour Kylian Mbappé, parce qu'on sait que c'est un très grand footballeur, on le sait, Mbappé. Maintenant c'est à lui de refaire partir, on peut dire, la machine. Et Marcel Desailly, donc lui en mai dernier, il avait dit, je ne suis pas sûr que le Real Madrid soit l'endroit idéal pour Kylian Mbappé, je pense qu'il devra aller en Arabie Saoudite. Voilà, il avait dit ça en mai dernier. Marcel Desailly, bon, je pense pas que ça aurait été le bon choix pour Mbappé, je pense que le mieux c'est encore de jouer bien sûr dans un gros championnat en Europe. Et Mbappé a toujours du côté de la presse, tout ça, mais en Espagne, donc là il se fait dézinguer de partout. Donc Marca le fait irréfutable, et que Mbappé n'est aujourd'hui même pas l'ombre du joueur qu'il a été ces dernières années. Et le journal AS, donc Mbappé n'a jamais été la solution. Dans un grand rendez-vous, le Français a encore échoué. Et Mbappé à terre pour Mundo Deportivo. Donc voilà, encore beaucoup critiqué par rapport à sa performance d'avant-hier. Et tiens, Thierry Henry, après ce Liverpool-Real Madrid, il a dit, on attendait Mohamed Salah, on attendait Kylian Mbappé, mais on a vu plutôt Connor Bradley qui a fait un gros match de défenseur droit de Liverpool. Je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup à faire défensivement parce qu'Mbappé n'a pas fait grand-chose offensivement, donc c'est aussi devenu très facile. C'est vrai que vu qu'Mbappé n'a pas fait du tout un bon match, donc pour Connor Bradley, il n'a pratiquement rien eu à faire. Parce que Mbappé n'arrivait pas du tout à le passer en niveau de dribble, même en accélération. Et du coup, on a plutôt vu Connor Bradley que Mbappé lors de cette rencontre. Voilà ce qu'il y a à dire sur la page Kylian Mbappé, bien sûr. On en parle quasiment tous les jours de sa méforme. On va parler d'un autre Français, c'est Camavinga. Lui qui a été plutôt bon malgré la défaite. Il a plutôt bien joué, Camavinga. On sait, il s'est blessé à la 55e. Et officiel, il a passé des tests. Donc Camavinga souffre d'une blessure musculaire au biceps fémoral de la jambe gauche. Bref, c'est une blessure musculaire. Donc il sera forfait 2 à 3 semaines. Il devrait revenir, j'ai vu, peut-être pour la finale de l'Intercontinental Cup qui se jouera dans le stade de Doha, où c'était joué la finale de la Coupe du Monde, où le Real est qualifié directement pour la finale. Ce sera le 18 décembre prochain, il devrait revenir. Pour ce match-là, Eduardo Camavinga, c'est vrai que ça fait de nouveau un blessé. La liste est quand même très longue des blessés. En plus, c'est que des cadres, il n'y a quasiment que des titulaires. S'ils sont aptes à jouer, c'est que des titulaires qui sont blessés actuellement du côté du Real. Et seulement 4 joueurs du Real Madrid n'ont pas eu encore de blessures cette saison. On croise les doigts pour eux qu'il n'y a pas de blessure. Donc Rudiger, Fran Garcia, Modric, Henrik. Voilà. Sinon, tous les autres ont été blessés au moins une fois, voire des joueurs 2 fois. Et même certains joueurs ont été blessés déjà 3 fois depuis le début de la saison. Bref, tiens, toujours avec le Real. Et hier, il y avait un match entre le Real et le Barça, mais les légendes des deux clubs. Par exemple, tiens, côté Barça, on peut avoir David Villa, Ludovic Gioli, Romario, même Ronaldinho ont joué. Et du coup, il y a eu 2 partout. Donc voilà, Luis Figo était buteur côté Real Madrid. Il a joué pour cette équipe. N'oubliez pas qu'il a joué également pour le Barça. Il a joué au Barça, au Real. Donc, dans sa carrière, donc voilà, 2 partout. Notez que Ronaldinho, buteur au bout de 16 minutes de jeu. Et donc le Barça menait 2-0 et il y a eu le Real est revenu à 2-2 et après une séance de pénalty pour donner un vainqueur, c'est le Barça qui s'est imposé 4-2 lors de la séance des tirs au but et Ronaldinho buteur sur coup franc. Allez, un coup franc là, c'est parti en pleine lucarne. Donc voilà, félicitations bien sûr à Ronaldinho. Donc c'est un match de charité entre les gens de ces deux clubs. Et tiens, toujours avec ces deux clubs, le Real et le Barça, il y a 14 ans jour pour jour, c'était un 29 novembre et le Barça infligeait une manita au Real Madrid, c'était une victoire 5-0, but de Xavi, Pedro, Jeffren et un doublé de David Villa. Au programme, c'est vrai qu'aujourd'hui je ne vais toujours pas montrer, mais il y a du foot ce soir, la semaine de Coupe d'Europe est finie, donc là ce soir reprise des championnats Saint-Pauli, Holstein Kiel, je crois que c'est 2 promus qui s'affrontent ce soir en Allemagne. Il y aura Brighton, Southampton, Mallorca contre Valence, Reims contre Lens avec le retour de Will Steele, ancien coach de Reims, maintenant il est coach de Lens, donc il va retrouver le public de Reims. Et également de la Coupe de France ce soir.
Parce que là, ce week-end, c'est un week-end de Coupe de France. Donc là, les Ligue 2 rentrent comme Bastia, par exemple, qui joue contre Nancy. C'est une équipe de Ligue 2. Prochain tour, début janvier, ça sera les Ligue 1. Prochain tour, les Ligue 1 rentrent dans cette Coupe de France. Et également, tiens, du côté du championnat saoudien, quelques rencontres comme l'équipe de Cristiano Ronaldo, l'équipe d'Al Nasser qui joue contre Damak, ou l'équipe de Riyad Mahrez Al Ali joue contre Al Weda. On parlera bien sûr de ces résultats demain, samedi. Et concernant la Ligue 1, donc j'ai dit, ce soir, il y a Reims, Lens, on peut voir tous les matchs. Donc le PSG jouera contre Nantes, ça sera demain à 21h, il y aura un Lyon-Nice, il y a deux équipes qui ont joué hier en Coupe d'Europe. Et le gros match dimanche, ça sera l'Olympique de Marseille qui recevra l'équipe de Monaco. C'est simple, à Monaco 2e, Marseille 3e, ça sera bien sûr un gros match. À 20h45 au Vélodrome, on verra si Marseille va enfin réussir à se réveiller au Vélodrome, parce qu'à l'extérieur, meilleure équipe avec 5 victoires, 1 nul, 5 victoires, 1 défaite, ils avaient perdu à Strasbourg, donc l'une des meilleures équipes en Europe, à l'extérieur. Bon, à domicile, c'est une catastrophe. Voilà, ça sera un gros morceau pour les Marseillais. Et concernant l'arbitre du match, ça sera Jérémy Pignard. Et l'AS Monaco s'inquiète de la nomination de cet arbitre. Donc à la VAR, donc lui sera l'arbitre de la VAR, il y aura un arbitre principal. Pourquoi? Parce que Monaco s'inquiète de la nomination de cet arbitre. L'arbitre avait officié lors de Nice-Monaco il y a quelques semaines, qui a vu les joueurs de la Principauté terminer à 10 avant la mi-temps. Ils avaient déjà pris un rouge par rapport à cet arbitre qui est désigné à la VAR pour cette rencontre. Donc c'est pour ça Monaco s'inquiète de cet arbitre lors de la rencontre. Et tiens, toujours avec Monaco, les problèmes d'arbitrage, parce que Monaco en Coupe d'Europe, là, avant-hier, ils ont pris un rouge. Et Monaco va écrire à l'UEFA à propos de l'arbitrage de son match contre Benfica. L'AS Monaco était remonté contre monsieur Obrenovic, l'arbitre de Monaco-Benfica, autour de décisions contestables et d'une attitude pas toujours correcte. Bon, ils vont écrire pour... le match ne va pas être rejoué, tout ça, mais ils vont écrire pour me dire qu'ils ne sont pas contents de l'arbitrage. De cet arbitre lors de leur match de Champions League. On continue les gars, on va parler du trophée The Best officiel, les nommés pour le trophée The Best pour l'année 2024. Donc voici les joueurs qui peuvent prétendre remporter ce prix The Best. Bon, il y a Bellingham, Carvajal, Haaland, Kroos, Mbappé, Messi dedans, Rodri, Valverde, Vini Junior, Florian Wirtz et Lamine Yamal. Donc qui remportera ce prix? On ne sait pas. Donc souvent ceux qui remportent le Ballon d'Or remportent le trophée The Best. Après ça se peut qu'il y ait des exceptions. Donc la Rodri l'a remporté. Ça se peut que ce soit Vini qui remporte le trophée The Best. Parce que là c'est pas les mêmes... le Ballon d'Or c'est les journalistes qui votent. Donc là je crois que c'est les capitaines des sélections, tout ça qui votent. C'est pas la même chose en gros. Donc on verra. C'est que là, Vini a des chances de remporter ce trophée, on verra. Concernant le prix du meilleur gardien de l'année 2024, on a choisi entre tous ces gardiens, donc Lunin, Martinez, je sais pas, tiens, Donnarumma ou même Ederson par exemple. Voilà. Un sera bien sûr l'heureux élu par rapport aux meilleurs défenseurs. Voici tous les défenseurs, on a pas mal. On peut voir Dante, les gars, 41 ans, le défenseur de Nice est présent. On peut voir Hakimi, Hummels, Rudiger, je sais pas, tiens, Jonathan Tah, Saliba ou même Akanji. J'ai pris bien sûr au pif par rapport aux meilleurs milieux de terrain. Voilà, par rapport à tous ces milieux-là, donc un sera élu. Donc là, je pense que Rodri a des chances de remporter le prix du meilleur milieu de terrain de l'année 2024. Bon, il y a comme Valverde, il y a Florian Wirtz, il y a Xhaka, il y a Çalhanoğlu, il y a Jude Bellingham, il y a Phil Foden, il y a Camavinga. Donc là aussi, il y a du très très lourd. Et concernant les meilleurs attaquants, donc on a le choix entre tous ces joueurs-là. Donc Nico Williams, Lamine Yamal, Cristiano Ronaldo est dedans. Il y a Rodrigo, il y a Léo Messi, il y a Martinez, il y a même Lookman. Donc dès qu'on connaîtra bien sûr qui sera récompensé chaque catégorie, je dirais. Et aussi par rapport au meilleur coach, donc là le choix est plus réduit parce qu'on peut voir qu'il y a à peu près une vingtaine, trentaine. Donc là par rapport au coach, ils sont seulement 5. Donc pas mal d'Espagnols, Guardiola, Xabi Alonso, Luis de la Fuente, il y a aussi Lionel Scaloni et Carlo Ancelotti. Donc voilà, on verra. Je ne sais pas quand c'est, je crois que c'est début janvier, la cérémonie des trophées The Best. Donc on connaîtra bien sûr chaque vainqueur de chaque catégorie. On continue, on va parler de Cristiano Ronaldo et MrBeast, donc le youtubeur le plus suivi du monde sur YouTube. Bref, annonce qu'ils sortiront une vidéo commune ce samedi, donc demain une vidéo sortira certainement sur la chaîne Monsieur MrBeast et Cristiano Ronaldo. Je sais pas, ils vont peut-être faire je sais pas, des défis fous, je sais rien, des crossbar challenge, j'en sais rien. Voilà, une vidéo sortira avec ces deux-là demain. Annoncé comme étant forfait jusqu'à la fin de la saison, le Ballon d'Or Rodri ne désespère pas et espère pouvoir rejouer avant la fin de saison. Il a dit, mon objectif est de revenir cette saison, je n'abandonne pas cette saison, mais je ne veux pas faire d'erreur et revenir trop vite. Mon objectif c'est 6 ou 7 mois. Donc il a dit le premier mois et demi, parce que là ça fait déjà 1 mois et demi qu'il s'est fait opérer, tout ça. Donc il a dit, il a été difficile en termes de douleur. Je ne pouvais pas marcher, mais maintenant c'est plus facile, il peut se déplacer
remplacer Rodri. Avant, en réalité, il était en béquille, que maintenant il marche sans béquille. Donc après, c'est pas qu'il marche sans béquille que ça y est, il peut jouer là, ce week-end. Non, il lui faut encore pas mal de mois de rétablissement, mais voilà, ça va mieux. Il a dit en gros qu'il aimerait revenir avant la fin de la saison et pourquoi pas jouer la Coupe du Monde des clubs où Manchester City, bien sûr, est qualifié. Ça commencera mi-juin 2025. Tiens, un joueur qui est blessé, c'est Benjamin Pavard, et officiel, Pavard est blessé aux ischio de la cuisse gauche. L'international français passera à nouveau des examens la semaine prochaine afin d'évaluer sa durée d'indisponibilité. Donc voilà, il s'est blessé lors du dernier match de l'Inter en Ligue des Champions, c'était mardi soir, mais il sera forfait certainement pour le match ce week-end. Reece James aussi ne rejouera pas en 2024, lui aussi blessé, beaucoup de blessures pour ce joueur, victime d'une nouvelle blessure aux ischio-jambiers. Comme on va dire Pavard, c'est une blessure derrière la cuisse. Donc bref, le club londonien ne prendra pas de risque pour ce retour, donc il reviendra peut-être janvier, peut-être février. C'est vrai que lui, on parlait des stats il y a quelques semaines, j'avais montré qu'il a loupé quasiment autant de matchs que de matchs joués. C'est terrible quand même la blessure, la carrière de Reece James par rapport aux blessures. Un joueur qui était blessé, on l'a plus vu jouer depuis 3 semaines, il a même été forfait lors de la trêve avec l'Espagne, c'est Lamine Yamal. Il a loupé les 2 derniers matchs du Barça, il a repris l'entraînement collectif avec le Barça, c'était hier, et normalement demain à 14h, il sera dans le groupe, après devrait être remplaçant et certainement jouer la fin de match et rentrer en cours de jeu Lamine Yamal. Et toujours du côté du FC Barcelone, pense pouvoir vendre Frenkie de Jong l'été prochain. Ça y est, de Jong, les gars, n'est plus un joueur intransférable du côté du FC Barcelone. Le club considère avoir assez d'options à son poste, c'est vrai. Il est milieu de terrain, mais voilà, avec le retour de Gavi, de Casado, maintenant qui est un joueur qui débarque de l'équipe B, capitaine saison dernière, maintenant c'est un joueur d'équipe première. En plus, un joueur formé au club, beaucoup plus jeune que Frenkie de Jong. Voilà, donc en gros ils ont assez de monde au milieu de terrain, c'est pour ça que De Jong devrait être vendu, mais pas que le joueur avait été acheté 85 millions d'euros il y a quelques années, donc le club estime que son joueur vaut 35 millions d'euros, ils espèrent récupérer la moitié de la somme investie il y a quelques années quand il l'avait acheté en provenance de l'Ajax Amsterdam. Des nouvelles cas de Bukayo Saka, le joueur de Arsenal, il s'est fait plaisir, il y a une fête foraine à Londres, et hier soir il a l'air aussi à droit à la fête foraine. Je sais pas quand il a gagné quoi. Il a gagné des peluches, mais je ne sais pas quel manège, mais voilà, il a raflé pas mal de choses. Bukayo Saka. On va parler de Domenico Tedesco, est sur la sellette, c'est le coach de la Belgique. Les dirigeants de la fédération belge vont se réunir pour trancher au sujet de son avenir. Son départ permettrait de faire revenir Thibaut Courtois, parce que Courtois, il a dit, tant que ce coach-là sera le coach de la Belgique, je ne reviendrai plus en sélection. La preuve, il n'est plus là depuis longtemps. Donc en gros, lui serait sur la sellette. Et du coup, si un nouveau coach arrive, ça pourrait faire le retour de Thibaut Courtois et amener aussi un nouveau coach, parce que les derniers résultats de la Belgique ne sont pas bons. Par exemple, ils ont fini 3e de la poule de la Ligue des Nations avec seulement 4 points. Les joueront les barrages pour rester en Ligue A lors de la prochaine édition. Donc, ils pourraient être virés à tout moment. Des nouvelles cas de l'ancien Parisien, l'ancien joueur du Bayern est en fin de contrat 30 juin dernier. Il n'a toujours pas trouvé de club depuis 5 mois. C'est Eric Maxime Choupo-Moting. Il va s'engager au New York Red Bull. C'est fait. Voilà. Bon, j'ai pas vu encore l'officialisation, mais voilà, c'est quasiment fait. Le contrat d'au moins 2 ans est signé et la visite médicale a été effectuée. Donc voilà, ce joueur qui a joué au Bayern, au PSG, à Stoke, à Schalke. Donc il va s'engager gratuitement. Et c'est vrai que c'est un joueur, les gars. Il a rejoint, en plus je me souviens, j'en ai parlé il y a quelques semaines, c'est un joueur, tous les clubs où il a rejoint, à chaque fois il est en fin de contrat, c'est-à-dire que ce soit le PSG, Stoke ou le Bayern, à chaque fois ils l'ont accueilli gratuitement, ça sera la même chose. Pour les New York Red Bull, vu qu'il arrivera gratuitement, vu qu'actuellement il est sans contrat. Liverpool n'a pas encore formulé de nouvelle offre pour la prolongation de Mohamed Salah en fin de contrat, en fin de saison à Salah. Donc pour Liverpool, pour l'instant, n'a encore rien proposé à Salah. Les deux parties peinent à s'entendre sur les exigences salariales et la question des droits d'image, où Salah peut-être demande un plus gros salaire, il demande aussi les droits d'image qui sont très importants. Plus ton pourcentage est haut, droit d'image, plus tu peux toucher des revenus énormes. Et voilà, donc il négocie tout ça et actuellement Liverpool n'est pas d'accord avec Salah, c'est pour ça que ça patine. S'il n'y a pas d'accord, n'oubliez pas que Salah pourrait quitter le club librement en fin de saison. Et tiens, toujours avec Liverpool, ce joueur est également en fin de contrat, donc lui c'est plutôt bon, à l'inverse de Salah où c'est un peu compliqué. Donc c'est Van Dijk. Et la prolongation de contrat de Virgil van Dijk à Liverpool est imminente. Ça pourrait être annoncé officiellement très prochainement. Et concernant Van Dijk par rapport au Real Madrid qu'il affronte avant-hier, interrogé sur l'intérêt du Real Madrid, Van Dijk a répondu avec ironie. Le Real Madrid a besoin d'un défenseur central, vraiment, Rudiger ne l'est pas déjà. Voilà ce qu'il a dit, bien sûr. Donc lui, il est très bien sûr, du côté des Reds de Liverpool. On va parler de Jérémy Frimpong et la priorité de Liverpool en cas de départ de Trent Alexander-Arnold, parce que le joueur est également en fin de contrat, Alexander-Arnold, comme lui et comme Salah qu'on a parlé. Donc Alexander-Arnold, on le voit bien filer du côté du Real, et du coup,
Et son remplaçant, bon, même s'il y a déjà Connor Bradley qui a fait un gros match contre Mbappé le Real avant-hier, donc ils aimeraient aussi recruter un remplaçant d'Alexander Arnold, mais ce serait Frimpong les gars qui serait ciblé, donc le joueur coûterait aux alentours des 50 millions d'euros. Le Roi Sané également, fin de contrat en fin de saison le 30 juin prochain, pourrait quitter librement le Bayern Munich l'été prochain, donc la direction bavaroise n'est pas convaincue par les performances de l'international allemand jugées irrégulières. Thiago a été titulaire contre le PSG, bon, il a fait plutôt un match correct, mais on peut voir qu'il pourrait quitter le Bayern, ça peut être vraiment une belle opportunité pour beaucoup de clubs, surtout qu'il serait gratuit. Officiel, la légende des Blues de Chelsea, Frank Lampard devient le nouvel entraîneur de Coventry City, une équipe actuellement classée à la 17e position sur 24 du côté de la Championship, deuxième division anglaise. On lui souhaite bonne chance à Frank Lampard. Selon l'étude de l'LFP Media, 55% des téléspectateurs du classique entre l'OM et le PSG, il y avait 3-0 pour Paris il y a à peu près un mois et demi. Donc on regardait le match de façon illicite, voilà, soit sur un IPTV, soit sur un groupe Telegram, peu importe. Mais en gros, plus d'un téléspectateur sur deux ont regardé le match en dehors du match où il était diffusé officiellement sur DAZN. 600 millions d'euros pour tout ça. Classement des clubs européens les plus dépensés depuis l'été 2023. Chelsea a dépensé 702 millions d'euros et le PSG a quand même dépensé depuis un an les deux derniers mercatos, donc là en 2024 et l'été 2023, 624 millions d'euros. Et voilà, tout ça pour ça en gros pour dire que voilà, tu as dépensé 600 millions d'euros, 1,5 milliard, on va dire, pour être 25e sur 36 de Ligue des Champions. C'est une catastrophe. On peut voir que des clubs anglais à part, bien sûr, le Paris Saint-Germain. Et au PSG, certains jugent très sévère le carton rouge d'Ousmane Dembélé contre Liverpool, contre Liverpool, le Bayern, désolé, et d'autres comme une faute professionnelle. C'est vrai que c'est un peu une faute professionnelle parce qu'il n'a pas fait un tag à 90 mètres des buts où c'est Alphonso Davies, n'est pas du tout dangereux on peut dire, donc voilà, il a laissé comme ses copains à 10 contre 11 pendant plus d'une demi-heure. On va parler de ce joueur qu'on parle très peu, mais il est très bon les gars, il s'agit de Jamie Gittens, il a seulement 20 ans, c'est un joueur de Dortmund, et cette saison les gars en Ligue des Champions, regardez, entrant en jeu à 68e, il a marqué un doublé contre Bruges, il a fait le pass D contre Glasgow, il a marqué contre le Real, il a marqué contre Zagreb, très bon joueur, cette pépite Jamie Gittens. La dernière story Instagram de Karim Benzema, donc son bandage, bien sûr, la Ligue des Champions, le maillot du Real et des dates qui mange tout le temps avant les matchs. Et ça, c'était le prime, bien sûr, de Karim Benzema. On aimerait le revoir rejouer la Ligue des Champions, bien sûr. KB9. On va parler de Zetchi, a été incarcéré hier par la justice algérienne. Donc, l'ancien président de la Fédération algérienne de football est notamment accusé de dilapidation de fonds publics et d'abus de fonction. Voilà, donc en gros, il est incarcéré. Il est en prison. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui, ce 29 novembre, avec la mise à jour du classement FIFA, qui a été fait après la dernière trêve. Et là, ce sera le dernier classement FIFA mise à jour avant la fin d'année. Donc voici le top 30, regardez-nous le top 10 avec l'Argentine qui reste en tête. L'Argentine juste devant la France et l'Espagne en troisième position. Donc l'Angleterre, en gros, il y a seulement un changement, c'est la Belgique qui était 6e lors du dernier... en septembre et en octobre, et là du coup ils ont perdu 2 places, en gros, donc l'Italie et l'Allemagne. Voilà, on peut voir que par exemple la Croatie est 13e, le Maroc, première nation africaine, mieux représentée, est 14e, le Japon 15e, le Sénégal à la 17e position, la Suisse 20e, ou même la Turquie à la 28e position. Et je vais vous montrer toutes les équipes du monde à leur position. Donc de la 31e position à la 60e position, il y a le Canada 31e, il y a l'Algérie qui est à 37e, les drapeaux que je connais, la République tchèque 42e, la Norvège 43e, ou par exemple la Tunisie à la 52e position. De la 61e position, c'est la RDC, jusqu'à la 90e position, ça doit être la Chine. On peut voir, la Finlande, je connais leur drapeau, la 69e position, le Gabon 84e, de la 91e position classement FIFA jusqu'à la 120e. Donc là, notez juste les 103e position, c'est les Comores et c'est historique pour eux. Les Comores atteignent le meilleur classement FIFA de leur histoire, 103e mondial. La progression continue bien sûr pour cette équipe qui s'est qualifiée, n'oubliez pas, pour la future CAN, donc 103e. Félicitations à eux. On continue de la 121e position jusqu'à la 150e position. Voilà, bon là c'est un peu des drapeaux que je connais un peu moins, tout simplement. De la 150e position jusqu'à la 180e, et pour finir tout simplement de la 180 jusqu'à la 210e nation, qui est Saint-Marin. Dommage, Saint-Marin a gagné le Liechtenstein, mais ils sont toujours derniers au classement FIFA. Liechtenstein 204e. Donc voilà.
ce classement entier. Voilà, concernant cette mise à jour. Et tiens, par rapport aux équipes africaines, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont intéressés par rapport aux pays africains, donc voilà, le classement surprend seulement les équipes africaines. Donc le Maroc, meilleure équipe, la mieux classée, donc 14e au classement FIFA, mais meilleure équipe africaine numéro 1. Le Sénégal, l'Égypte, l'Algérie, bon, je ne vais pas tout citer. Donc voilà. Voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui et on finit avec ça. Donc j'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain samedi pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.